Bonjour, c'est un moment important que l'on va vivre ensemble. On va essayer de comprendre un peu mieux nos institutions, le congrès de Versailles, tout le monde en parle dans la presse, mais qu'est-ce que le congrès de Versailles? Pour en parler avec nous, c'est l'ancien député que l'on reçoit aujourd'hui, Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a besoin d'explications. Déjà, la première question toute simple, c'est quoi le congrès de Versailles? C'est la réunion de tous les députés et de tous les sénateurs, les 577 députés et les 341 ou 43 sénateurs qui se réunissent à Versailles dans des moments particuliers qui sont bien définis dans la Constitution et qui se retrouvent pour adopter un certain nombre de mesures. Alors, c'est ça le congrès. À quelle occasion le congrès de Versailles se réunit parce que vous dites dans des moments un peu particuliers. L'histoire nous parle effectivement du congrès de Versailles dans différentes occasions. Lesquelles, par exemple? Ce n'est pas du temps de la royauté. Nous parlons du temps républicain. Oui. Et par exemple, le Parlement se réunissait à Versailles pour élire le président de la République lorsqu'il était élu au suffrage universel indirect. Comme vous le savez, depuis la réforme constitutionnelle de 62, le président de la République est élu au suffrage universel, donc les gens ne se rendent plus à Versailles pour élire le président de la République. Les gens se rendent à Versailles essentiellement, il faut comprendre, on quitte l'Assemblée nationale, on quitte le Sénat, on va se retrouver en quelque sorte sur un lieu neutre, puisque ce sont les deux chambres qui composent le Parlement qui se retrouvent. À quelle occasion? Au départ, c'était pour la réforme constitutionnelle. Quand on voulait réformer la Constitution, vous savez que la Constitution peut être réformée de deux manières, soit par la voie référendaire. Le président de la République saisit l'ensemble des citoyens, des électeurs de France, leur soumet un projet qui a été adopté dans les mêmes termes par le Sénat et par l'Assemblée nationale, le soumet au référendum, donc au suffrage universel des citoyens. Et la réforme constitutionnelle, si le oui l'emporte, à ce moment-là, la réforme est acquise. Sinon, il y a une autre forme, effectivement, c'est de convoquer le Congrès, donc les députés et les sénateurs à Versailles, pour adopter la réforme qui leur est Alors, une réforme soumise. Constitutionnelle, Mansour, ça veut dire on touche à la Constitution. On change un élément, un article, une disposition de la Constitution. C'est-à-dire c'est un acte quand même important, puisque la Constitution est le socle de nos institutions, donc il faut le faire avec une certaine solennité. Oui. Et cette solennité qui justifie d'abord qu'on aille à Versailles, il y a tout un symbolique, qu'effectivement la République a pris le droit de citer là où il y avait le pouvoir royal pour montrer que la République est là, en quelque sorte. Et puis, bon, effectivement, pour dire que une réforme constitutionnelle, on ne la fait pas tous les 4 matins, et quand on l'a fait, il faut une certaine solennité. Et c'était le cas, donc ça, c'était le premier point. Ouais. Et puis ensuite, il peut y avoir également, vous savez que depuis comment il s'appelle, Rousseau, qui a défini la séparation, qui a théorisé la séparation des pouvoirs pour définir un régime démocratique, et républicain, eh bien, il y a une séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et l'autorité judiciaire. Et donc, il est interdit au président de la République de venir s'exprimer à l'Assemblée. Il peut y aller à titre privé, rendre visite au président de l'Assemblée et autres, mais il ne peut pas venir s'exprimer devant par exemple l'Assemblée nationale. Autant il peut aller s'exprimer devant un parlement à l'étranger, autant il ne peut pas le faire s'agissant de Paris, le faire à l'Assemblée nationale. Et donc quand il veut s'adresser aux députés, il a deux façons de faire. Soit il le fait par un message qui est lu par le Premier ministre, soit effectivement après la réforme, c'est une réforme, je crois, de Sarkozy, qui dit que désormais, le président peut s'adresser au Congrès, donc aux députés, aux sénateurs, mais à l'occasion d'un congrès qu'il réunit, qu'il convoque à Versailles, et c'était le cas hier. Le président de la République voulait s'adresser au Parlement et à travers le Parlement à la nation.
parce qu'effectivement le moment est important et donc il a convoqué le congrès à Versailles. Alors on va donner la parole à Samuel, mais j'ai encore une petite question. Il n'y a pas eu de vote hier, c'est simplement on vote pas au congrès, de Versailles. Non, si, ça dépend. D'accord. Si on vient pour une réforme constitutionnelle, naturellement on vote. Ouais. Mais quand on vient écouter le président de la République, il n'y a pas de vote. Et vous aurez remarqué, le président est venu en dernier, je dirais c'est normal, c'est classique, c'est traditionnel. Et aussitôt son discours fini, il a tourné le dos, il est parti. Parce qu'il ne peut pas écouter les interventions qui vont se faire. Généralement, on vient, on écoute, on applaudit debout et on s'en va. Il peut y avoir des interventions à la demande d'un des présidents des groupes ou sur décision du bureau du Congrès, qui est en fait le bureau de l'Assemblée. C'est pour cela que vous avez vu le président de l'Assemblée hier présider aux festivités du Congrès. Et vous avez vu également que le président, une fois qu'il avait fini de parler, il a tourné ses talons, il est parti, il n'est pas là pour écouter ce que disent les uns les autres. C'est le Premier ministre qui fait ce job, qui écoute éventuellement, après qui en parle avec le... En tout cas, il a écouté et chanté la Marseillaise. Oui, bien sûr. Non, ils ont entonné la Marseillaise après le discours du président, ce qui est tout à fait, là aussi, une façon de marquer avec solennité ce moment, parce que c'est pas tous les jours que le président de la République vient à Versailles pour parler. Et puis nous sommes quand même dans une situation particulièrement difficile, donc il fallait marquer ce coup-là, notamment. C'est toujours dans les moments les plus difficiles que nous avons besoin de la Marseillaise pour entraîner tout le peuple. Une question de Samuel, après c'est un enfant qui a une question à vous poser. En effet, c'est une réforme de 2008 instaurée par Nicolas Sarkozy, que François Hollande avait combattu fermement, mais on l'a retrouvé hier à la tribune du Congrès. En attendant, ça va déboucher sur quoi? Parce qu'il n'y a pas eu de vote, il y a eu un débat, mais au-delà de s'adresser à la nation, quel sera l'objectif de ce Congrès? Quand vous lisez les institutions, on vous dit le président de la République définit et conduit la politique de la nation. Et le gouvernement, notamment le Premier ministre, met en œuvre ces orientations qui sont définies par le président de la République. Le président de la République est venu hier donner des orientations fortes sur ce qu'il souhaite pour lutter contre ce qu'il appelait la guerre je ne sais plus quel est le terme précis, mais la guerre contre Daesh, pour faire court. Et il reviendra au Parlement de tirer les conséquences des orientations que le président de la République a définies, parce que le président de la République, il est l'exécutif, il a besoin du Parlement, c'est-à-dire le législatif, pour mettre en place des lois. Car ce qu'il faut savoir, que l'état d'urgence, c'est une parenthèse à l'état de droit, puisque les pouvoirs ne fonctionnent plus normalement. Par exemple, ce qui relève de la compétence des juridictions, du parquet, des juges, du tribunal de manière générale, sont pendant cette parenthèse transférés au préfet. La police agit sous les instructions du préfet pour pénétrer chez nous, pour ainsi de suite. Et donc on est mais vraiment dans une situation profondément dérogatoire aux libertés. Et pour cela, notamment après 12 jours, il y a une période minimum, c'est 12 jours. Si le gouvernement est en mesure de prendre ces mesures sur 12 jours, il n'y a pas de difficulté à faire intervenir le Parlement. S'il faut aller au-delà de 12 jours, ce qui est le cas, puisque le président de la République propose 3 mois, eh bien à ce moment-là, on a besoin de la caution parlementaire, de la caution législative, et donc le Parlement va être saisi dans ce sens. Donc les conséquences en fait de l'intervention du président de la République hier, il faut savoir, on les aura sur une assez longue période. Il a annoncé que dès mercredi, le Parlement va être saisi d'un projet de loi, notamment pour réformer ou prendre en compte les évolutions technologiques et autres pour mieux appréhender les menaces. Donc il y a ça. Il a annoncé une réforme constitutionnelle pour intégrer, définir un régime constitutionnel pour garantir de manière constitutionnelle l'état d'urgence, parce qu'encore une fois, on est au cœur des atteintes aux libertés. Donc il va y avoir plusieurs mesures qui vont être prises au Parlement. Alors le nom que vous cherchiez tout à l'heure, c'est Montesquieu. Voilà, c'est Montesquieu. Okay. Une question. Je disais tout à l'heure un enfant, c'était avec un peu d'humour, parce que c'est moi. Tu es un enfant, bien sûr. Toujours, tu es mon enfant. Exactement, toujours avec un peu d'humour. Est-ce que c'est pas un peu dépassé
est-ce que c'est pas d'un autre temps le congrès de Versailles? J'allais dire, il s'adresse au Parlement, aux sénateurs, à la population. Pourquoi il le fait pas comme le 14 juillet face à une caméra, comme ça se fait, comme ça devrait peut-être se faire dans les temps modernes? Ce sont les institutions de la République. Oui. On avait un roi qu'on a décapité parce qu'il croyait tout savoir et tout faire. Il y a cette anecdote où les parlementaires sont réunis justement à Versailles. Le roi va leur dire, vous déguerpissez, vous partez, allez dire au roi qui vous envoie que nous sommes là par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Et je crois que nous avons besoin, la République a besoin de ces symboles pour qu'elle vive, pour la faire vivre et pour qu'on la vive pleinement. C'est ça aussi la richesse de la France. Moi, je pense, et moi personnellement, ça ne me choque pas que le président de la République, avec une solennité certaine, vienne s'exprimer à la nation à travers ses représentants, parce qu'il faut savoir que le peuple français agit à travers ses représentants. On ne demande pas tout le temps à tout le monde de venir à chaque fois déposer un bulletin dans l'urne pour savoir si on adopte telle loi, la loi de sécurité, la loi sur le renseignement. On n'a pas demandé aux 65 millions de Français de venir déposer un bulletin. C'est à travers nos représentants que cela s'est fait. Donc il y a une certaine solennité. Et en parlant aux députés, aux sénateurs, le président de la République s'est adressé à l'ensemble des Français. Une question de Flo. Oui, moi j'aimerais revenir au côté institutionnel. Le mot Parlement est beaucoup employé. Qu'est-ce que c'est exactement le Parlement? C'est pas un lieu. Quelles sont ses règles de vote et de majorité? Et puis on a eu énormément de caméras braquées sur les membres du gouvernement qui assistaient à ce congrès. Font-ils partie du vote? Non. Le Parlement, c'est l'ensemble des députés et des sénateurs. D'accord. Il suffit de faire le calcul, 577 plus 343 de tête, vous avez 800 et quelques personnes qui représentent le 900, d'ailleurs un peu plus de 900 personnes qui constituent le Parlement et qui représentent l'ensemble des Français et du peuple français dans sa diversité, dans ses régions, dans ses territoires, ainsi de suite. Les membres du gouvernement étaient là parce que le président de la République était là, parce que le Premier ministre était là. Ils forment avec l'exécutif bicéphale du président de la République, du Premier ministre, l'exécutif, le pouvoir exécutif. Mais ils ne participent pas au vote. Le vote, c'est le peuple français lui-même qui décide. Eux ne font pas partie, en quelque sorte, du peuple français. Et les règles de vote, la majorité, elle n'est pas tout à fait la même. La majorité, c'est 3/5 quand il s'agit notamment de la réforme constitutionnelle. Là encore, on voit bien, quand c'est le peuple souverain en direct, en suffrage universel direct qui décide, c'est la majorité tout court. La majorité, elle peut être relative, mais c'est la majorité, une voix. 50% plus une voix, la réforme est acquise. Quand il s'agit de faire intervenir un vote du Congrès, donc du Parlement, c'est la majorité 3/5, ce qu'on appelle une majorité qualifiée. Samuel. Quelques heures après, ou même quelques minutes, on va dire, après les attentats de Paris, le président de la République, François Hollande, a parlé de guerre, état de guerre. Qui prend la décision d'engager la nation dans un conflit? C'est le président de la République. De manière unilatérale, tout seul. Oui, le président de la République a, de par ses pouvoirs constitutionnels, le pouvoir d'engager. C'est lui qui est le patron des armées. Il faut le savoir, c'est lui le chef des armées. Il est le chef des armées. Et donc, c'est le chef des armées qui décide que j'engage les forces. Après, bien évidemment, une fois qu'il les a engagés, là aussi, avec à partir d'un certain délai, il faut aussi la caution. Il y a un débat, quand on engage, une fois qu'il les a engagés, il y a un débat au Parlement pour dire pourquoi, et le Premier ministre vient expliquer pourquoi le président, c'est encore le Premier ministre qui vient, c'est pas le président de la République. C'est le président de la République qui engage, mais c'est le Premier ministre qui vient expliquer pourquoi le président de la République a engagé, quelles sont les menaces, quels sont les enjeux, et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a un débat. C'est dans un délai de 4 mois, si je ne m'abuse. Je n'ai pas les délais en tête. Je ne veux pas dire des inepties à l'antenne, mais après, il y a un vote du Parlement pour approuver, pour prolonger ou désapprouver l'engagement. D'une manière générale, ça se fait parce que ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte grave que d'engager nos forces, notamment à l'extérieur. Et il est de tradition qu'au moment, quand nous avons nos forces à l'extérieur, l'unité nationale là aussi prévaut pour soutenir nos forces parce qu'ils ont besoin du soutien de la nation. Il nous reste 1 ou 2 minutes. En quoi ce qui s'est passé hier
est un moment important de l'histoire de notre pays? Moi, je crois déjà que ces attentats vont changer complètement le regard que nous avions. Et puis, c'est un moment important parce que nous avons, comme le président de la République l'a dit, mais Nicolas Sarkozy aussi l'avait dit, d'autres également l'ont dit, cette situation, c'est une situation d'état de guerre. Ouais. D'état de guerre. Et hier, nous avons écouté avec beaucoup d'émotion le témoignage d'un des de votre ami Serge. Ouais. Ces exécutions sommaires, ainsi de suite, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc je crois que nous sommes à un moment important de nos libertés, parce que c'est de cela finalement dont il s'agit. Les gens qui étaient là, les gens les victimes, qu'est-ce qu'ils avaient commis comme crime? De se trouver à la terrasse d'un café, de se trouver avec des amis pour aller libre, tout simplement. Parce qu'ils pouvaient. Donc c'est quand même un moment important. Et là, encore une fois, la nation a besoin d'unité. Elle a besoin de se rassembler. Elle a besoin que, notamment que l'ennemi sache que quoi qu'il fasse, nous serons toujours unis, nous serons toujours rassemblés autour de nos institutions, autour de nos valeurs, autour de ce que nous avons comme ADN, finalement. Voilà. Sam, pour conclure. Alors, si vous me le permettez, je vais sortir un petit peu du cadre institutionnel pour poser une question plus politique. Hier, dans le discours de François Hollande, le président a expliqué qu'il allait rencontrer Obama, Poutine, et qu'il n'y avait qu'un ennemi en Syrie, c'était Daesh. Ça veut dire qu'il reconnaît Bachar el-Assad? Je crois qu'il est revenu. Il a dû lâcher son ministre de... c'est une double évolution, dans ce que j'ai compris. Il a lâché son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en disant, il a rejoint, effectivement, il voulait peut-être cette occasion pour pouvoir le faire, et de revenir à l'idée que se font finalement Obama et Poutine, puisqu'ils se parlent sans poser de conditions sur comment il s'appelle, c'est Bachar el-Assad. C'est nous seulement, nous Français, que nous opposions comme condition le départ de Bachar. Donc là il vient, il dit ok, dans l'urgence, notre pire ennemi c'est Daesh. Et puis une deuxième évolution, alors qu'il considérait jusqu'ici qu'on ne pouvait pas avoir un partenariat assez poussé avec Poutine, ils reconnaissent ce que disait notamment Nicolas Sarkozy, qu'il faut peut-être que nous intégrions dans le jeu complètement Poutine. Merci beaucoup Mansour Kamardine d'être venu, de nous avoir éclairé et expliqué ce qu'est le congrès de Versailles, à quoi ça sert et dans quelle occasion il se réunit. Oui, hier il y a eu un moment important dans l'histoire de notre pays. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.